Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Le 17 juin aura été finalement la bonne date. Laurent Koudou-Gbagbo a foulé le sol ivoirien et retrouvé les siens dans la liste populaire. Et dans le forum du jour, nous allons nous intéresser à la suite du feuilleton que certains ont peut-être bien fait d'intituler le grand retour. Quel avenir politique ou avenir tout simplement pour Laurent Gbagbo va-t-il contribuer à réunifier son parti, le Front populaire ivoirien? Quel rôle peut-il jouer pour la réconciliation non encore achevée en Côte d'Ivoire? Voilà autant de questions que nous allons aborder. Gbagbo, le grand retour, les leçons à tirer, le thème de notre émission de cette semaine avec Louis Magloire Kemayou qui nous fait l'honneur d'être au plateau encore aujourd'hui. Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Louis Magloire est journaliste, écrivain. Vous présidez le Club de l'information africaine. Tout à fait. Qu'est-ce que vous appelez information africaine? Le Club de l'information africaine, c'est une association qui a été mise sur pied pour aider à mieux diffuser l'information africaine sur les sujets africains et sur les personnalités africaines en même temps, au niveau de la France et de la plupart des pays de l'Union européenne. Donc c'est une association de journalistes, mais également de tous les acteurs de l'information africaine. Parce que vous avez constaté, il était peut-être journaliste dans les médias internationaux, que l'information africaine est souvent trucidée, elle est souvent manipulée. Non, c'est-à-dire il y a plusieurs grilles de lecture. Dans les années 70, nous nous sommes plaints, pas moi directement, mais Mac Tarbo et bien d'autres à l'UNESCO, du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication qui n'arrivait pas encore à se mettre en place. Plusieurs décennies après, les choses ont quand même changé. On a quelques médias africains aujourd'hui qui peuvent diffuser à l'international. New World en fait partie. Mais le problème, c'est que ces médias-là n'ont pas la même audience que les grands médias, ceux qui sont considérés comme les grands médias. Or, ces grands médias n'ont plus toujours les moyens d'envoyer des correspondants sur place, d'ouvrir des bureaux sur place. Et donc, les informations sur lesquelles ils travaillent ne sont pas toujours aussi complète que l'on le souhaiterait. Et donc, nous essayons d'apporter ce complément-là, à la fois en termes d'information, mais également en termes d'experts pour présenter les informations en question. Et c'est quoi justement la difficulté? Parce qu'on a l'impression qu'on marche un peu à reculons. Quand vous prenez les années 80, il y avait un grand média panafricain comme Africa numéro 1 qui est tombé totalement en ruine. Aucun autre n'a pu, pour le moment, en dehors de quelques initiatives très nouvelles, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, New World, il n'y a pas encore la construction d'un média continental. Il y a d'autres, je ne veux pas donner des noms, groupes de télévision qui se sont essayés, mais qui patinent, on va dire. L'information coûte cher. Ça ne coûte probablement pas plus cher que d'avoir une compagnie aérienne, mais vous remarquerez que Air Afrique, qui était également dans la même dynamique qu'Africa numéro 1, la radio défunte dont vous parlez, qui n'a plus son aura d'antan, ça coûte énormément cher. Le virage du numérique a été très mal pris par les médias africains. Et à côté du virage numérique qui a été très mal pris, il y a aussi simplement le passage aux grands médias par la FM, par la diffusion via les nouveaux moyens qui n'ont pas toujours été au rendez-vous. Et l'une des faiblesses d'Africa numéro 1, c'est que sa principale source de revenus, en dehors des financements publics, c'était la location des satellites de transmission. Moabi, au Gabon, était la principale source de revenus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de grands médias internationaux, que ce soit les Japonais, les Américains ou les Européens, qui utilisent les grandes antennes pour diffuser vers le continent africain. Donc, il n'y a plus d'ondes courtes, il n'y a plus d'ondes moyennes, il n'y a que la FM, et même, il y a le satellite qui vient remplacer la plupart des endroits où on ne pouvait pas accéder autrement qu'en passant par les émetteurs de Moabi au Gabon. Et donc, cette source-là ayant tari, les moyens ont fait des fois Africa numéro 1 pour faire la concurrence. Et la crise économique venant s'y ajouter, les particuliers comme les États n'ont plus eu assez de moyens pour investir dans des médias de prestige qui auraient pu porter la voix de l'Afrique autrement que comme elle l'est aujourd'hui. Et donc, on s'est rabattu sur les grands médias, ceux qui sont considérés comme les grands médias, les médias français, britanniques, américains, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de se mettre ensemble? Quand je prends votre pays, le Cameroun, vous me permettez de donner cet exemple, il y a un foisonnement de médias sur toute télévision aujourd'hui. Si on mettait tous ces moyens ensemble, est-ce qu'on ne peut pas construire un grand média? On peut construire, mais pour ça, il faut qu'il y ait une vision. Il y a eu une vision il y a quelques années. Cette vision fait de moins en moins défaut. Et le fait de ne pas avoir de leadership au niveau des présidents également pose un vrai problème. Parce qu'en Afrique centrale, par exemple, Omar Bongo Ondimba n'était pas contesté. Donc quand il lance Africa numéro 1, ça va de soi que tout le monde soutient. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader incontesté qui pourrait prendre le leadership et dire on va dans telle direction et tous les autres se mettent derrière lui en rang d'oignon
pour réussir cette ambition commune. Et c'est ça qui fait défaut. Mais si on le Je comparait disais à même la qu'on scène... n'a pas encore assez compris les enjeux de l'information. Non, personnellement, je ne trouve pas que le foisonnement de médias soit un défaut. Par moments, c'est nécessaire. Il faut que ça foisonne et qu'après, on se reconcentre sur l'essentiel. C'est pareil pour les partis politiques. Pendant très longtemps, nous avons vécu dans le monopartisme. Il y a des plis qui ont été pris. Et après, quand la marmite explose, quand le couvercle de la marmite saute, il est normal que ça saute de partout, comme des pop-corn. Et donc après, tout ça va se calmer, on se remettra en ordre de bataille. Ceux qui ne peuvent pas continuer la course vont abandonner et les autres continueront à partir des expériences qu'ils ont vécues les uns et les autres. Le sujet est très intéressant, je promets de revenir là-dessus. Est-ce qu'il faut l'appeler compagnon, mais votre co-débatteur, docteur Paul Bakayota Kofi Paye. Docteur Paye, bonjour. Bonjour Gilles. C'est un habitué de ce plateau, il est historien, connu à l'université de Lomé, mais ailleurs aussi, puisqu'il est enseignant-chercheur sur place. Vous dirigez même le département d'histoire, le grand département d'histoire de l'université de Lomé. Oui. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Ancien diplomate aussi, parce que le milieu politique, vous le connaissez. Oui, tout à fait. Donc, vous avez arpenté ces milieux. Merci d'être avec nous. Donc, pour parler de Gbagbo, retourné dans son pays le 17 juin dernier, accueilli comme un héros. Donc, du coup, il y a eu une sorte de classification. Les héros d'un côté, les héros de l'autre. On peut le dire ainsi. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié un acteur aussi de ce retour avant de reparler de Gbagbo même? Est-ce que le président Dramane Alassane Ouattara, est-ce qu'il n'a pas contribué dans une certaine mesure aussi à rendre cette date possible le 17 juin, docteur Paye? Oui, merci. Je crois que d'abord, je dois souligner que l'acquittement du président Gbagbo est une bonne nouvelle pour l'Afrique, pour le continent africain, parce que on a pendant longtemps dit que la justice dans nos États est une justice partiale, et c'est ça qui a justifié cet engouement pour la CPI. Maintenant que Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est vrai qu'il y a des victimes, on reviendra sur ça. C'est d'abord une bonne nouvelle. Et son retour en Côte d'Ivoire, moi je l'ai bien apprécié et bien accueilli. Dire que Laurent Gbagbo est rentré, il a été accueilli en héros, et cela a caché une autre personnalité, notamment le président Ouattara. Effectivement, on ne peut pas aujourd'hui dire que Ouattara n'a rien fait pour le retour de Laurent Gbagbo. Je ne veux pas dire pour la libération ou bien pour l'acquittement de Laurent Gbagbo, parce que c'est une affaire judiciaire. Mais pour son retour... Mais on connaissait la position du gouvernement ivoirien. Oui. C'est vrai que Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien. Dans la mesure où il a été acquitté, il a le droit de venir, il a le droit de revenir, pas s'établir, de revenir dans son pays natal. Maintenant, une chose est d'avoir le droit de revenir, de rentrer chez soi. Une autre en est d'avoir les facilités politiques, un cadre de résidence sans inquiétude, dans la mesure où il y a des charges qui pèsent encore sur lui au plan local. Donc, Alassane Ouattara, tout son gouvernement, ils se sont déployés pour lui donner le passeport pour qu'il puisse rentrer. On lui a accordé, quand bien même cela n'a pas été totalement effectif, les facilités dignes d'un chef d'État. Mais on a aussi fermé les yeux sur la condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire BCEAO. Est-ce qu'on a fermé les yeux? On n'a rien dit pour le moment, puisqu'il n'y a pas encore une loi d'amnistie à ce propos. Bon, l'ayant laissé en liberté, on suppose qu'on a fermé les yeux. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Peut-être les soubassements juridiques vont accompagner les désirs politiques et tout va entrer dans l'ordre. Donc moi je dis que si on veut véritablement apprécier les choses, Ouattara a quand même joué un rôle. Le seul fait d'avoir laissé Laurent Gbagbo rentrer, je crois qu'il a quand même contribué à ce retour-là. Et Louis Magloire Kemayo, pensez-vous qu'on n'a pas assez remercié Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, dans le retour de Laurent Gbagbo? Je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire et même qu'il l'a fait à minima.
Parce que, très sincèrement, quand on reprend l'historique de la crise politique ivoirienne, qui ne commence pas en 2010-2011, parce qu'elle commence avec la mort et la succession de Houphouët-Boigny qui se passe dans des conditions calamiteuses. Et c'est là que les ressentiments commencent. Et le premier ressentiment, il est avec des gens qui sont aujourd'hui... Enfin, ils sont plus ensemble, mais ils ont été ensemble pour la victoire en 2010. C'est Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. C'est là que le concept... On peut ajouter même un certain Guillaume Soro. Oui, on pourrait l'ajouter, mais il vient beaucoup plus tard. Parce qu'en 93 et 96, il n'était pas encore sur place. Donc, quand ce concept d'ivoirité est mis en place, il est très clairement dirigé contre l'ancien Premier ministre, Alassane Ouattara, qui estime qu'il est le dauphin logique et naturel du président Houphouët-Boigny. Et donc, le président de l'Assemblée de l'époque, Henri Konan Bédié, estime que non, il ne respecte pas la Constitution. D'ailleurs, il n'est pas ivoirien de père et de mère. Et donc, pour cette raison, il y a une première crise qui naît. Après, il y a le coup d'État du général Gueye et toute la suite que vous connaissez. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Ouattara aurait dû faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Le passeport, on ne peut pas interdire au président Gbagbo de rentrer dans son pays, d'avoir un passeport pour rentrer s'il le souhaite. Il aurait pu souhaiter rester en Belgique, il aurait pu souhaiter s'établir ailleurs, aller au Cameroun ou dans n'importe quelle autre destination. Il a préféré rentrer chez lui. Est-ce qu'on peut, au-delà de 10 années pendant lesquelles il a été maintenu, où on a essayé de rassembler des preuves de sa culpabilité et qu'il a finalement été innocenté, est-ce qu'au-delà de ces 10 années-là, le président Ouattara et son gouvernement pouvaient encore logiquement lui refuser le passeport ordinaire et le passeport diplomatique qui lui aurait permis de rentrer en Côte d'Ivoire? Je pense que non. Ça aurait été contre le cours de l'histoire. Cependant, on parlait de retour triomphal. C'est un triomphe qui a été très contenu quand même, parce qu'il y a eu les forces de l'ordre. Et l'une des raisons pour lesquelles le président Gbagbo a refusé d'aller au salon d'honneur par lequel les présidents passent, c'est que ses militants ont été violentés à l'extérieur. Et quand il l'a appris, il a préféré sortir directement sans faire cette escale qui lui aurait permis d'entrer véritablement dans les habits d'anciens chefs d'État accueillis à l'aéroport avec tous les honneurs dus à son rang. Donc je pense que pour l'instant, le président Ouattara a vu en Laurent Gbagbo quelqu'un qui pouvait lui faire de l'ombre. Il a vu en lui un ancien adversaire politique qui revient et qui pourrait lui faire de l'ombre en raison à la fois de sa non-culpabilité établie et puis ensuite la popularité qu'il aurait pu avoir si tous ces militants s'étaient massés en bordure de route et que la photo de famille qu'on retient en fin de journée du 17 juin, c'est que Laurent Gbagbo, 10 ans après avoir été transféré à la Cour pénale internationale, reste très populaire en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Ça aurait été une gifle pour le gouvernement et pour Ouattara. On va revenir certainement sur les escarmouches qui ont eu lieu en marge du retour de Laurent Gbagbo, mais je voudrais revenir à ce que vous avez appelé un service minimum du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on peut parler de service minimum quand on sait que juridiquement, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais légalement, on peut évoquer cette condamnation qui pesait encore sur la tête de Laurent Gbagbo, 20 ans de prison, on pouvait ressortir cet argument pour lui refuser soit l'accès au pays ou l'ambassier dire qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Là, on parle de séparation des pouvoirs. Si la Côte d'Ivoire est une démocratie, cela signifie que c'est pas le président Ouattara ou le gouvernement qui décide de qui va en prison ou pas. Donc la décision la décision, elle est déjà prise. Donc il revient à l'exécutif de faire non, il revient au judiciaire d'appliquer la décision. C'est-à-dire s'il a été condamné et que c'est une condamnation dont il faut faire appliquer la peine, c'est au juge et aux gendarmes ou aux militaires de venir se saisir du prévenu pour l'emmener dans le lieu où il doit passer la peine, où il doit purger la peine à laquelle il a été condamné. Donc je pense qu'ici, il y a 3 niveaux de lecture possibles. Tout comme Guillaume Soro n'a pas pu rentrer parce qu'on l'a empêché de rentrer, s'il est rentré, on l'aurait mis en prison. On aurait eu la même chose avec Gbagbo. On aurait pu demander à son avion de rentrer. On aurait pu dire, tu n'as pas le droit d'entrer, tu retournes d'où tu viens. Mais une fois qu'il est entré sur le territoire, cela signifie qu'il est à la disposition de la justice. Et donc, si les autorités judiciaires décident aujourd'hui, dans une semaine ou dans un an, d'attraper Gbagbo, de le reprendre et donc de lui faire exécuter la peine à laquelle il a été condamné, le président Ouattara n'y pourra rien, à moins qu'il prenne une loi d'amnistie ou alors qu'on décide de faire une espèce de
de loi qui permet à Laurent Gbagbo et à tous ses partenaires de combat qui ont été condamnés de ne plus avoir cette épée de Damoclès de la peine de prison qui est sur leur tête. Mais ça, pour l'instant, il n'en est rien. Cela dépend d'abord des autorités judiciaires. Et si jamais le président Ouattara ou bien l'Assemblée nationale décide de faire une loi qui efface, qui remet le compteur à zéro, alors là, on aura complètement oublié l'histoire du casse de la BCEAO et la condamnation qui pesait sur la tête de Laurent Gbagbo. Alors, quelle analyse peut-on faire finalement de cette épée de Damoclès, cette condamnation à 20 ans de prison? Est-ce que la situation peut être exploitée politiquement comme une sorte de, comment on va l'appeler, de garde-fou pour encadrer politiquement Laurent Gbagbo? Oui, effectivement, si les autorités ivoiriennes veulent véritablement mettre les bâtons dans les roues du président Gbagbo, elles peuvent utiliser cette condamnation-là contre lui. Et cela va être, comme vous l'avez dit, c'est cela qui va faire en sorte que Gbagbo ne serait plus libre de ses intentions, de ses paroles et de ses mouvements. Parce qu'à chaque fois, on va ressortir cette affaire. On va menacer pour l'empêcher d'avoir de reconstruire. Hein. Vous voyez, il y a une chose. Quelqu'un qui a été innocenté au bout de 10 ans, quoi qu'on dise, il doit avoir une popularité. Même si, au départ, il y a des gens qui pensaient que Gbagbo va être condamné et va purger sa peine à l'arrêt, mais dans la mesure où, aujourd'hui, on se rend compte que le monsieur n'a rien fait. Même ceux qui étaient contre Gbagbo, certains ont commencé à nourrir une certaine admiration pour Laurent Gbagbo. C'est ça qui est à la base même de l'augmentation de sa cote de popularité. Donc aujourd'hui, si il a pu rentrer et que les autorités n'évoquent pas, en principe pouvaient l'évoquer, ne l'évoquent pas pour le moment, c'est-à-dire sa condamnation, c'est peut-être, c'est ma lecture de la chose, c'est peut-être un début de sincérité dans la réconciliation qui est en chantier en Côte d'Ivoire, puisque cette réconciliation qu'on prône depuis quelques années n'a pas encore les résultats véritablement escomptés, puisque on assiste à une situation de paix armée en Côte d'Ivoire. On clame la réconciliation, mais il y a un mais. Vous avez vu le retour de Gbagbo, comment ça s'est passé. Mais je le répète, aujourd'hui, le seul fait de ne rien dire pour le moment sur cette affaire, peut-être aussi c'est pour le gouvernement ivoirien de tâter le terrain, de voir jusqu'où iront Gbagbo et ses partisans. Mais, docteur Payet, les choses se sont passées comme si, c'est une lecture de journaliste, les mains du président Ouattara avaient été quelque peu forcées pour le retour de Laurent Gbagbo. On sait que la CPI a joué quand même un rôle. Pourquoi? Parce que la date de retour de Gbagbo a coïncidé avec un voyage étrange du président Ouattara, et certains ont pensé que Ado aurait pu saisir l'occasion pour aller à l'aéroport, serrer les mains du prisonnier rentré au pays, parader dans les rues et profiter de cette aura, de l'alliance populaire, lui aussi. Cela n'a pas été le cas. Pourquoi Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'on va dire, s'est échappé? S'est échappé, moi je ne dirais pas oui, parce que d'abord même moi je m'interroge sur l'acquittement de Laurent Gbagbo. Je vais revenir sur le procès. C'est vrai que on n'a pas pu réunir les preuves contre Laurent Gbagbo et puis finalement il a été acquitté. C'est ce que nous voyons. Bon, on ne peut pas être sûr de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on a entendu. Mais je crois jusqu'à présent que tel que les choses se passent en Côte d'Ivoire, son acquittement même, il y a quelque chose derrière cet acquittement. Et son retour D'où aussi... pouvait venir sur quelque chose dont vous parlez, quand on sait que le gouvernement ivoirien était contre cet acquittement, oui, était sur la position du procureur de la Cour pénale internationale. Voilà, donc est-ce que tout ce qui se passe de l'acquittement jusqu'au retour, est-ce qu'il n'y a pas derrière une main invisible que nous ne savons pas? Maintenant, l'attitude de Alassane Ouattara, moi je la comprends. Cela nous permet aujourd'hui de comprendre que en réalité, tout ce qui se passe est dicté de quelque part et qu'il y a derrière tout ça là un deal qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas savoir.
dire que Laurent et Alassane Ouattara auraient pu aller l'accueillir, parader dans les rues avec lui, moi je crois que les conditions ne sont pas encore réunies pour ça. Il ne pouvait pas le faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Justement, la politique est une question d'opportunité. Est-ce qu'il ne pouvait pas battre ce fer qui était chaud? Mais il faut, si le fer qui est chaud, s'il faut le battre en sa faveur ou en sa défaveur, le choix est clair. On le battra plutôt en sa défaveur. Est-ce que vous voyez? Donc, Ouattara, je ne crois pas, à mon avis, qu'il aurait gagné en allant serrer les mains de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'en réalité, moi je suivais tout le débat qu'il y a eu sur RFI et d'autres chaînes, j'ai appris que même depuis l'acquittement jusqu'à présent, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne se sont même pas parlé au téléphone. Déjà, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que véritablement Ouattara a pardonné? Est-ce que les deux hommes ont commencé à poser véritablement les pas? Peut-être, on me dira, pas personne interposée par leurs émissaires respectifs, mais les deux hommes, à l'image de ce que Ouattara et Bédié avaient fait lors de la crise post-électorale, je crois que ce sont ces genres d'initiatives qui devaient nous mettre en confiance aujourd'hui que le processus de réconciliation est en bonne voie. Mais maintenant qu'on n'a pas constaté ça, il y a plusieurs interrogations. Donc, cela veut dire que la suite des événements nous dira davantage. Et lui, Bagula Kemanyo, on sait qu'il y a eu des négociations de couloir pour ce retour de Gbagbo. Finalement, doit-on comprendre qu'on n'a pas laissé aboutir totalement ces négociations de couloir avant le retour de Laurent Gbagbo? La première chose que je voudrais dire par rapport à la question précédente, c'est que je voudrais bien qu'on croie au complotisme et qu'on ne fasse pas confiance à la justice internationale. Mais je crois qu'en 10 ans, vu l'acharnement de Fatou Bensouda, l'ancienne procureure, et vu celui du gouvernement ivoirien, s'il y avait eu des éléments probants, Laurent Gbagbo aurait été condamné. S'il y avait eu le moindre élément, s'il y avait eu le moindre élément qui allait... serait saisi. Hein. Oui, et on oublie Charles Blé Goudé, qui était également condamné dans cette affaire. Donc je pense que véritablement la justice s'est prononcée sur la base des éléments tangibles qu'elle avait à sa disposition. Il y a eu beaucoup de faux qui a été utilisé pour accuser Gbagbo. Il y a eu beaucoup de témoins qui se sont rétractés. Il y a beaucoup de témoins à charge qui sont devenus des témoins à décharge. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a arrêté l'audition des témoins, parce que ça tournait au ridicule. Ouais, j'ai retenu même un passage de la décision des juges qui disait que les preuves étaient extrêmement faibles. Hein. Oui. Ça, c'est presque une injure à la figure de la procureure. C'est sûr. Donc, la Cour pénale a probablement très mal fait son travail au moment d'arrêter Laurent Gbagbo, au moment de rassembler les preuves. Et si, entre-temps, pendant 10 ans, on n'a pas été capable de produire un dossier à charge au niveau du gouvernement ivoirien, au niveau des associations de victimes, pour prouver que c'est Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui étaient les principaux instigateurs de la crise de 2010-2011, c'est que véritablement, il n'y avait rien. Oui, mais cela m'amène à poser une question de diversion. Même si Allah n'était pas obligé, est-ce que la Cour pénale était obligée d'embasser Laurent Gbagbo s'il n'y avait pas de preuves? Je pense qu'il... Non, quand on est un prévenu, on vous arrête, vous êtes considéré comme innocent jusqu'à ce que la preuve de votre culpabilité soit établie. Mais vous êtes arrêté d'abord. Et donc, on fait les investigations. Il y a quelques éléments de preuve qu'on a. Ces éléments-là concernant Laurent Gbagbo ne tenaient pas la route. Et on continue les investigations. Pendant 10 ans, la Cour pénale a continué les investigations. Malheureusement, pour les victimes, il n'y a pas eu de preuve. Maintenant, les investigations sont faites par rapport à un seul camp. On attend de savoir si un seul camp a fait la guerre à elle-même. C'est un peu la justice des vainqueurs. Il y a eu une justice des vainqueurs. Et donc, à partir du moment où c'est une justice des vainqueurs, il faut s'attendre à ce que le vaincu, qui a été vaincu par les armes, mais qui a gagné au procès, rentre avec les honneurs dus à son rang. Est-ce que la justice ivoirienne, qui s'est saisie du dossier de Gbagbo concernant le cas de la BCAO, qui a instruit je ne dirais pas qu'elle a instruit à charge, mais qui a tiré ses conclusions, va maintenir la décision qu'elle a prise? Est-ce que politiquement, on ne va pas utiliser les leviers qui existent
pour que cette condamnation soit annulée, ça, je n'en ai aucune idée. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire d'amorcer le chantier de la réconciliation. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu de travail de réconciliation. Finalement, avec le nouveau... Il y a eu du travail. Il y a eu du travail, mais à très basse intensité. À très basse intensité. Ces conclusions sont sur Internet. Elles n'ont pas été remises officiellement et présentées à la population. Aujourd'hui, après la dernière élection, qui est celle du 3e mandat de Alassane Ouattara, il a érigé la réconciliation en ministère au sein de son gouvernement. Donc, c'est véritablement une cause nationale. Et donc, si Laurent Gbagbo rentre, si tous les autres acteurs, comme Guillaume Soro et le président Bédié, sont là pour commencer ce travail de réconciliation qui a fait défaut pendant 10 ans, je pense qu'il faut saisir l'occasion et ne pas rester sur son quant à soi. J'ai été profondément déçu, non pas que le président Ouattara n'aille pas à l'aéroport, mais qu'il ne mette pas à disposition son avion présidentiel pour ramener Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce que Laurent Gbagbo aurait accepté, lui qui n'a pas mis pied dans le salon présidentiel à l'aéroport qui lui avait été réservé? La proposition aurait dû être faite. Tout ce qui a été fait par le gouvernement ivoirien a été rendu public. Quand il a mis le salon à la disposition du président Gbagbo, il a dit qu'il a mis le salon. Quand il a établi les passeports, il a dit qu'il a établi les passeports. Mais s'il avait décidé de mettre le grooman présidentiel à sa disposition, il l'aurait dit, il ne l'a pas fait. Oui, mais donc, est-ce qu'il a manqué l'occasion aussi à Do d'aller à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo? Pourquoi a-t-il choisi la même date pour s'absenter du pays? S'est-il débiné, finalement, on va dire? Ou les négociations, comme je le disais, les fruits des négociations de couloir n'ont pas mûri avant le retour de Gbagbo. Alors, n'oublions pas que si ce retour de Laurent Gbagbo a pris un peu de retard, c'est d'abord parce qu'il n'avait pas de passeport. Ensuite, quand il y a eu les 2 décès de Premier ministre, il y en a un qui était spécialement en charge de la préparation de ce retour, c'est Ahmed Bakayoko. Et donc, avec son décès, il y a eu beaucoup de retard. Il y a probablement beaucoup d'autres choses qui auraient été faites autrement si Ahmed Bakayoko n'avait pas décédé. Et on doit se rappeler que la compagne actuelle de Laurent Gbagbo, donc Nadi Bamba, a été présentée à Laurent Gbagbo par Ahmed Bakayoko. Donc il y avait un lien entre les 2 hommes de respect mutuel qui était réel, quoi. Et donc je crois que si le retard et la manière n'ont pas été au rendez-vous, c'est aussi en raison de ce grand vide laissé par Ahmed Bakayoko. Alors, docteur Paye, on a parlé aussi de la liesse populaire, mais aussi des non-dits, parce que des images ont circulé comme quoi des partisans de Laurent Gbagbo qui voulaient l'accueillir ont été pris à partie. On a vu quelques gaz lacrymogènes. Si l'État a dit oui, qui a dit non à ces manifestants? Et ce qu'on doit savoir aussi, et c'est important, je crois que le gouvernement ivoirien ne pouvait pas, dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on est dans un processus de réconciliation, accepter que Laurent Gbagbo soit accueilli en pompe. Vous voyez en grande pompe. En grande pompe, vous voyez tout ce que cela va être comme... Malgré la physionomie du mouton, la fête a eu lieu quand même, non? Oui. Peut-être que le gouvernement s'est mal pris. Peut-être on aurait pu organiser ce triomphalisme des partisans de Laurent Gbagbo autrement. Mais on a voulu utiliser la force pour les empêcher, mais ce sont des gens... utiliser la force pour les empêcher, est-ce que c'est pas trop dit? Les escramouches qui a eu lieu, est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme des cas isolés? Oui, effectivement, c'est des cas isolés. On peut l'admettre ainsi. Mais moi, je vois la chose autrement. C'est vrai qu'on a dit oui. Oui, mais le souhait du gouvernement ivoirien, avec un goût amer naturellement, le souhait du gouvernement ivoirien, c'était juste accorder le pavillon présidentiel au président Gbagbo, qu'on dise qu'on a mis toutes les commodités possibles. Il y a eu des ministres quand même qui ont été délégués pour l'accueillir. Qui ont été délégués pour l'accueillir. Tout va se... Vous voyez, à l'intérieur du pavillon présidentiel, il y a combien de monde? Donc pour le gouvernement ivoirien, c'est d'accorder ces facilités, comment je dirais... À minima, le mettre dans une voiture et aller tranquillement chez lui pour qu'on ne sente pas que Laurent Gbagbo est rentré. Parce que Laurent Gbagbo a quitté d'abord, c'est un pied de nez au gouvernement ivoirien. Et maintenant que cet acquitté-là revienne, qu'on l'accueille en pompe
faire le tour d'Abidjan, etc. Vous voyez ce que ça va donner, l'image que cela va donner en faveur de Laurent Gbagbo et de ses partisans au détriment du gouvernement. Donc, le gouvernement avait cette façon-là de souffler, si je peux le dire, le chaud et le froid en même temps, en autorisant le retour, en mettant à disposition ces commodités, mais empêcher que cela ne soit pas un événement. Eh bien, pourquoi ne pas se rafraîchir la mémoire d'ailleurs de ce retour historique de Laurent Gbagbo? C'était le 17 juin. Si la réalisation a les images, nous allons solliciter ce récit de Carole Paleté à la suite donc du retour de Laurent Gbagbo à Abidjan, sa terre natale, le 17 juin dernier. Une vingtaine de minutes de retard et l'avion de l'ancien président ivoirien pose enfin sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan où l'attendent essentiellement des dignitaires du Front populaire ivoirien et ceux du PDCI, mais aucun représentant du gouvernement ivoirien. Les autorités qui ont tout de même autorisé ce retour de l'ancien président au nom de la réconciliation nationale, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale il y a moins de 3 mois, Laurent Gbagbo foule donc de nouveau le sol ivoirien après 10 ans d'absence. À l'extérieur, des centaines de partisans en liesse. Une vingtaine de minutes à saluer et être acclamé par les personnalités et partisans présents dans l'aéroport d'Abidjan. Puis, direction son ancien QG de campagne pour l'élection présidentielle de 2010 au quartier d'Atoban, à une vingtaine de kilomètres de là. Les rassemblements le long du cortège n'ont pas été interdits par le gouvernement d'Alassane Ouattara, mais près de l'aéroport, quelques dizaines de ses partisans ont été dispersés plus tôt à coups de gaz lacrymogène par la police. Selon les opposants au retour, Laurent Gbagbo devrait être arrêté car sous le coup d'une décision de la justice ivoirienne de 2018, l'ancien président a en effet été condamné à 20 ans de prison pour avoir fait ouvrir illégalement en 2011 les coffres de la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Ce retour triomphal risque visiblement d'avoir des incidences sur le paysage politique ivoirien. On a eu la mémoire rafraîchie donc par ce récit de Carole Paleté. Ayant suivi ce retour de bout en bout en direct sur les médias, le retour de Laurent Gbagbo, Louis Magola Kemayo, moi j'ai vu le protocole un peu brouillon là. Moi j'ai eu peur à un moment donné même que ça ne dégénère. Est-ce que cette cérémonie n'aurait pas été mieux organisée? Je crois que ça aurait pu être mieux fait. Malheureusement, c'est pas le cas. D'une part, il y a parce qu'on a eu quelques expériences. Moi, j'ai vu le retour de la dépouille de Ahmed Bakayoko avec tout le sérieux et tout le protocole qui a été déployé. On a eu deux premiers ministres qui sont décédés à l'extérieur quand même. C'est-à-dire, en dehors de Ahmed Bakayoko, il y a eu son prédécesseur qui est mort également à l'extérieur. Et les deux corps sont rentrés. Il n'y a pas eu ce type d'escarmouche, ni à l'aéroport, ni en dehors. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement a la volonté d'assurer la sécurité et la paix au moment du retour de Gbagbo, il le fait sans problème. Et ça commence par les discours. Dans les discours, on a senti que c'est l'ancien adversaire politique qui rentrait et qu'on ne voyait en lui que cet adversaire politique-là, le chef d'un clan, le chef d'un parti. Et donc, finalement... Est-ce que le gouvernement, à un moment donné, a simplement pris acte Non, pas qu'il a pris acte. Oui, mais dans les déclarations, c'est ce qui a été dit. Parce que même les déclarations qui ont eu lieu l'ont été de la part de gens qui sont dans le parti. Le PDCI, pas le PDCI, mais le RHDP sous sa forme actuelle. Donc, ça fait que on n'a pas donné toute la dignité et toute la sérénité qu'il fallait, dans toute la solennité même qu'il fallait pour cet événement. Si le Premier ministre s'était exprimé, si le ministre de l'Intérieur s'était exprimé, le ministre de la Défense, pour dire l'ancien président revient, accueillons-le comme tel, je suis à peu près certain que tout le monde se serait mis à carreau pour que ça arrive. Et on ne peut pas m'expliquer que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas capable de maintenir l'ordre au sein de la seule ville d'Abidjan
pour le retour d'un ancien président. Je ne veux pas croire cela. Il y a eu plusieurs personnalités qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Il y avait eu des risques d'attentats, des risques de... Enfin, les menaces étaient réelles. Pourtant, ces personnalités sont arrivées. On a vu ce qu'on a pu faire à Didier Arafat, Ahmed Bakayoko, à Ganou Koulibaly. Donc, je pense qu'il y a eu une part de mauvaise foi de la part du gouvernement ivoirien. Il y a eu une part de volonté d'humilier une deuxième fois le président Gbagbo. Et c'est dommage, parce que pour le processus de réconciliation, ce ne sont pas de bons signaux qui sont donnés. Peut-être que dans une dizaine de jours, les choses se passeront autrement. Mais pour l'instant, ce que je vois et ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que on a voulu d'abord atténuer l'effet du retour de Laurent Gbagbo pour que le manque de popularité, la cote de popularité en berne du président Ouattara ne soit pas en comparaison immédiate avec la grosse cote de popularité du président Gbagbo qui revient de la Cour pénale internationale. Et ça, c'est dommage qu'on soit encore sur ce logiciel de guerre 10 ans après. Donc, du coup, du point de vue de la réconciliation, est-ce qu'on peut considérer ce retour comme un rendez-vous manqué? Oui, déjà même le retour, si nous prenons juste l'événement du retour de Laurent Gbagbo, moi je crois que le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire a encore du plomb dans l'aile. Parce que, comme il le dit, on aurait pu organiser autrement ce retour-là. Donc il y a déjà cette concurrence politique qui envenime la vie politique entre les deux hommes, qui est encore là. Parce qu'on aurait pu. Voilà que Laurent Gbagbo est rentré, ses services minimum. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que les étapes même de préparation du retour du président Gbagbo montraient déjà les signaux que le retour n'allait pas être bien. Parce que le gouvernement était hostile à un retour triomphal. Ça a été clairement dit. Oui, alors que les partisans de Gbagbo, notamment les Gors, surtout avec les deux qui sont rentrés d'Accra, Tamana Pikas et puis un autre là que j'oublie, les propos qui sortaient, parce qu'eux aussi maintenaient que non, le président a été acquitté, il rentre, on doit l'accueillir dignement. Donc tout ceci montrait que l'accueil, le retour de Laurent Gbagbo, ses partisans vont vouloir aller jusqu'au bout. Le gouvernement aussi va vouloir empêcher que ce retour-là soit triomphalisé, si je peux le dire ainsi. Donc moi, je n'ai pas été surpris, sauf que beaucoup d'inquiétudes résident maintenant parce que nous sommes dans un processus de réconciliation. On a toujours dit que pendant les 10 années que Laurent Gbagbo était à la CPI, s'il ne rentrait pas, le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire serait voué à l'échec. Certains même ont dit que Alassane Ouattara sait bien que quand Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il ne pourra jamais gouverner. Maintenant que tout le monde a appelé le retour là, de ses voeux, normalement, ce retour devait être considéré comme un élément catalyseur de la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Mais l'accueil qui a été raté, est-ce que cela n'augure pas des lendemains encore difficiles en Côte d'Ivoire? Moi, je ne veux pas croire en cela. Je veux plutôt croire que le retour, comme on dit, je vais parler le langage élémentaire, le retour est considéré comme une honte pour le gouvernement ivoirien. Et ce gouvernement, si vraiment il veut que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire, il est encore temps de se rattraper pour que véritablement on assiste, qu'on fasse du retour de Laurent Gbagbo un outil véritable de réconciliation en Côte d'Ivoire. Lui, Magloire Kemayo, est-ce que les partisans de Gbagbo n'ont pas eux aussi raté l'occasion de faire profil bas et de ne pas présenter ce retour comme une victoire sur le camp Ouattara? Ce ne sont pas eux qui décrètent la victoire. La victoire est là. La victoire est judiciaire. Mais on peut la célébrer ou ne pas la célébrer? Je pense qu'on peut la célébrer. Parce que quand on fait des manifestations dans un pays qui est considéré comme démocratique, vous avez le droit de dire « je suis content » et les autres ont le droit de dire « je ne suis pas content ». Le rôle des forces de l'ordre, c'est de faire que chacun des deux camps ait la liberté d'exprimer ses opinions tant que ça ne nuit pas à l'ordre public. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a eu l'impression que, ayant été humilié, parce que l'humiliation est quand même forte. Le président Gbagbo, sa femme à l'époque, son fils également, Simone Gbagbo et le fils, se sont retrouvés
humiliés. Et je ne parle pas de tous les militants qui ont été humiliés. On a vu les scènes à la télévision. Et quand on a vécu ça, et que pendant 10 ans, il fallait faire profil bas parce qu'on était considérés comme des pestiférés, souffrez quand même que pendant quelques heures, les gens aient envie de dire la vérité est autre. Il y a un bout de la vérité que nous détenions et qu'on n'a pas voulu nous reconnaître. Donc je pense qu'il y a ça qui reste encore dans le débat et que malheureusement les autorités ivoiriennes n'ont pas suffisamment bien géré, ne serait-ce qu'au nom de la réconciliation, parce que mine de rien, nous sommes dans un pays qui a été et qui reste la locomotive des pays de l'UEMOA économique. Pendant 30 ans, ce pays est dans un désordre politique, social et économique sans nom. Il y a une occasion historique de mettre un terme à ce désordre. Pourquoi ne pas la saisir? Pourquoi ne pas la saisir à pleine main et permettre à ces Ivoiriens de faire un trait sur le passé pour se projeter vers l'avenir? C'est ça ce que je n'ai pas compris. Et l'opportunité, elle est encore là. On peut continuer de fouiller dans les écuries d'Augias. On peut continuer de chercher des torts à ceux qui ont été blanchis. Mais je crois que la principale urgence aujourd'hui, c'est que, comme en Afrique du Sud avec l'apartheid, comme au Rwanda avec le génocide des Tutsis, il faut tourner la page, il faut se tourner vers l'avenir, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. On ne peut plus regarder d'un côté pour dire nous avons gagné et regarder de l'autre pour dire attention, taisez-vous et faites profil bas parce que vous avez perdu. Ce n'est pas tenable. Il faut aujourd'hui que les Ivoiriens se mettent ensemble pour remettre leur pays en ordre et lui permettre de se développer normalement. Au sein de l'UEMOA, cela fera du bien à la Côte d'Ivoire, ça fera du bien à l'UEMOA et toute l'Afrique s'en portera bien. Nettoyer l'écurie d'Augias, mais moi je trouve un 13e travail à l'Hercule ivoirien. Ce sont les victimes de la crise post-électorale. Comment les gérer? Parce que le gouvernement, il a le droit d'écouter tout le monde aussi. Parce que avant le retour de Laurent Gbagbo, il y a eu une mobilisation de ces victimes-là qui demandaient justice à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Ils ont clairement exigé son arrestation. Le gouvernement aussi avait à cœur de gérer toutes ces opinions. Oui, et effectivement, la question des victimes dans le cadre de la réconciliation en Côte d'Ivoire doit être gérée avec beaucoup de délicatesse. Parce que la seule certitude aujourd'hui en politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu des victimes. Les coupables, bon, ça c'est une autre affaire. Mais la certitude, c'est qu'il y a des victimes. Les associations de victimes qui s'affichent ça et là à l'annonce du retour de Laurent Gbagbo, permettez-moi de dire que c'est vrai, hein, ce sont des associations de victimes. Mais moi, je n'apprécie pas totalement cet opportunisme-là qui consiste à se faire voir, à crier, à se faire entendre parce que l'autre veut revenir. Les victimes... Vous pensez qu'il y a eu manipulation? Sûrement. Instrumentalisation? Sûrement, nous sommes en politique. Les victimes, elles sont des deux côtés. Est-ce que c'est à la fois les victimes de Laurent Gbagbo et les victimes du camp Ouattara qui sont ensemble pour revendiquer? Si vous fouillez, ce sont les associations qui ont manifesté, ce sont les victimes qui se réclament des abus de Laurent Gbagbo. Vous voyez. Donc pour dire que cette question d'association de victimes-là, il faut canaliser ça parce que si on la pérennise, c'est des germes potentiels hein, d'un retour, d'un remake de ce qui s'est passé. Il vaut mieux que tous, que les Ivoiriens soient d'accord que oui, il y a eu des victimes. On n'a pas pu trouver des preuves, c'est pour cela que, surtout que l'autre est acquitté maintenant, on devait saisir l'occasion pour dire que même si on veut traquer les partisans ou bien les vainqueurs de la guerre en justice, on n'aura pas de preuves également. Donc il vaut mieux faire table rase, considérer qu'il y a eu des victimes. S'il y a pardon à demander des deux côtés à la population ivoirienne, que ce pardon-là, ce grand pardon, soit dit pour que véritablement on pose les jalons d'une Côte d'Ivoire unie. Je veux même aller plus loin. Oui, Magoula. Au-delà des positions partisanes des victimes, dire il y a eu les victimes de Gbagbo, il y a eu les victimes de Ouattara. N'oublions quand même pas la dureté de l'embargo qui avait été décidé contre la Côte d'Ivoire. Il y a des malades qui n'étaient ni du camp de Ouattara, ni du camp de Gbagbo, ou alors même des deux camps, qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir leurs médicaments. Il était interdit d'acheminer jusqu'aux médicaments en Côte d'Ivoire. Ces victimes-là,
auprès de qui elles vont se plaindre? Elles vont célébrer le retour de Gbagbo ou elles vont célébrer le fait que Alassane Ouattara ne l'a pas accueilli? C'est une question qu'il faut se poser, parce que si on ne se met que du point de vue partisan, effectivement, on a envie de soutenir son leader et c'est légitime. Je pense que les associateurs ont le droit de s'exprimer. C'est leur droit le plus légitime. Mais on ne peut pas, quand on a des autorités chargées de gérer les affaires publiques, considérer que le fait d'avoir des opposants à une manifestation empêche que cette manifestation se tienne. Ceux qui voulaient que Ouattara, Gbagbo, à son retour, aille en prison, ont le droit de l'exprimer, qu'ils aillent le manifester. Mais une fois qu'ils l'ont fait, qu'ils laissent ceux qui veulent accueillir Gbagbo l'accueillir sans qu'il y ait de trouble à l'ordre public. Merci Louis Magloire. Kemeyo, nous allons marquer une pause de 10 minutes. Nous revenons ensuite pour la suite de New World Forum. Et là, nous allons aborder l'avenir politique, s'il en a, de Laurent Gbagbo, le rôle à jouer dans le contexte de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et vous, téléspectateurs, vous aurez l'occasion de nous adresser vos questions, vous les adresser aux invités au plateau. Donc, à tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.